Après plus de 10 ans de conception et de réalisation, le 21 mai 2015, près de 600 hommes et femmes investissent le nouveau quartier général du PJGN, le pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale. Au sein de laboratoires dotés de nouvelles technologies de pointe, des sections d'experts et d'enquêteurs travaillent quotidiennement à résoudre de grandes affaires, au service de la nation et de la justice, à la recherche de la vérité. Le choc a été terrible, effroyable et a tout détruit en une seconde. Vu la violence de l'impact, les corps étaient polyfragmentés. On a travaillé des fois sur des fragments de 2, 3, voire une seule dent. Notre obsession, c'est de rendre le bon corps à la bonne famille. Nous avons développé un mini écouvillon qui permet une analyse rapide d'ADN. En tant qu'expert audio, on est capable de mettre en évidence des bruits, une respiration par exemple. La recherche de la boîte noire était essentielle. Là, on sait qu'il va falloir tenir des semaines, peut-être des mois. Édition spéciale consacrée au crash survenu ce matin dans les Alpes. Un A320 de la compagnie allemande Germanwings s'est écrasé en pleine montagne. Il y a 150 morts. Un accident terrible vient de se produire sur le territoire français. Un avion qui allait de Barcelone à Düsseldorf s'est écrasé. Tous les moyens sont mis en place pour connaître les circonstances de l'accident. Immédiatement, d'importants moyens de secours sont envoyés sur les lieux de l'accident, dans le sud des Alpes. Des pompiers, des sauveteurs, mais aussi des gendarmes venant de différentes unités. Les premiers sur place sont évidemment ceux qui constituent le maillage territorial au quotidien, la brigade de Seine-les-Alpes, qui se trouve à 10 minutes d'hélicoptère, mais à 5 heures de marche à pied toutefois de la zone. Le général David Galtier commande l'ensemble des gendarmes basés dans le sud de la France. Il a été en première ligne dans la gestion de cette catastrophe. Pour ce qui me concerne, j'ai la chance d'être déjà hier avec à ma portée la section aérienne de la gendarmerie. Nous serons aux environs de 13 heures sur les lieux, c'est-à-dire 2 heures à peu près après le drame. Mais parmi les premiers hélicoptères, nous tournerons pratiquement 10 minutes autour du site alors que nous avons la bonne localisation GPS. Car nous ne voyons qu'une myriade de petits morceaux de tôle enfoncés ou déposés sur les parois de cette montagne et quelques fumerolles qui nous confirment que c'est bien là qu'il y a eu le crash parce que le kérosène est en train de finir de brûler. Le choc a été terrible, effroyable et a tout détruit en une seconde en réalité. Lorsqu'il arrive sur les lieux de l'accident, peu de temps après, le directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, le colonel Patrick Touron, dresse le même constat. Lorsque j'ai survolé la zone, j'ai pris conscience que je n'avais plus d'avion. Chose très surprenante et humainement extrêmement chargée d'émotions, c'est que j'ai bien pris conscience qu'il n'y aurait pas de survivants et que l'ensemble de l'avion étant pulvérisé, nous allons avoir un travail difficile à accomplir pour procéder à l'identification. L'identification et l'investigation, c'est bien le rôle de l'IRCGN, la section scientifique de la gendarmerie nationale. Certains sont biologistes, d'autres experts en empreintes digitales. Ils vont devoir redonner un nom, une identité au corps des victimes du crash. Retrouver un passeport dans la poche d'une victime, c'est un rapprochement, mais ça n'en fait pas une identification. Sans être paranoïaque, on peut toujours imaginer que la personne a prêté son blouson à quelqu'un d'autre
ou je prends ton passeport parce que pour pas que tu le perdes, tu n'as pas de poche, je mets ton passeport dans ma poche. Voilà, on n'est jamais sûr à 100%. Là, le travail d'identification, il faut identifier à 100% la personne. Il ne peut pas y avoir un doute possible. L'adjudant Boris Jadot est expert au département empreintes digitales. Il a travaillé pendant 15 jours sur la chaîne d'identification des victimes. Vu la violence de l'impact, les corps étaient polyfragmentés. Ce qui fait qu'il n'y avait que des éléments de corps plus ou moins importants, voire parfois très très petits. Et ce qui fait qu'aucun corps, aucun fragment n'était identifiable. Il y a 3 éléments identifiants qui sont essentiels, qui sont l'ADN, l'empreinte digitale et l'empreinte dentaire. Ce sont ces 3 critères identifiants qui sont les seuls que l'on retient pour identifier formellement une personne. L'erreur qui serait dramatique dans un processus d'identification serait de n'en retenir qu'une, de dire je vais faire que de l'ADN. L'IRCGN est l'une des 2 composantes du pôle judiciaire de la gendarmerie. Située à Pontoise, à 30 km de Paris, c'est une vraie ville en soi. Un lieu d'excellence où travaillent près de 600 personnes, dont la moitié sont des experts. Des experts qui sont appelés en renfort sur les affaires les plus complexes. La gendarmerie a un découpage qui lui permet de disposer d'une chaîne criminalistique importante. Donc chaque département français, nous avons des techniciens d'investigation criminelle qui sont à même de procéder à de nombreux actes de constatation et d'investigation. Et elle s'appuie sur cette chaîne, sur des experts de plus haut niveau qui travaillent à l'IRCGN, mais qui sont dotés de moyens vraiment différents, supplémentaires, et d'une technicité supérieure qui nous permet de travailler en cohérence. Par exemple, en matière de police judiciaire au quotidien sur les meurtres un peu sensibles, c'est-à-dire les meurtres qui ne se résolvent pas dans l'heure qui suit ou dans le temps de la flagrance, il faut investir massivement en police technique et scientifique. Et donc, le réflexe est d'appeler tout de suite les spécialistes de l'Institut de recherche criminelle. Donc typiquement, les techniciens d'investigation criminelle locaux se sont déplacés sur la scène et ensuite l'IRCGN a intégré le dispositif et a intégré tous les spécialistes départementaux de toute la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. S'il y avait eu des vies à sauver, s'il y avait encore beaucoup de blessés sur le terrain, je pense que ce rôle était d'abord dévolu, aurait été dévolu, plutôt aux secouristes, aux pompiers. Là, nous sommes plutôt sur une phase où très vite, l'investigation, l'identification des victimes, la gestion de l'ordre public va prendre le pas. Nous travaillons effectivement dans l'urgence, non pas dans la précipitation, mais il y a malgré tout ce besoin de réponse rapide à apporter aux familles. Ce qui fait que l'identification doit être faite dans un temps court. Dans le cas d'une catastrophe, peu importe où elle a lieu, en France ou même à l'étranger, lorsqu'il y a des victimes françaises, les experts de l'IRCGN ont un engagement à respecter. Partir sur zone au plus vite. Ces professionnels appartiennent tous à une unité spéciale, l'UGIVC, l'unité d'identification de victimes de catastrophes. On organise un gros convoi, puisqu'on a beaucoup de matériel à transporter. Je dirige une unité qui est activable mais pas permanente. La ressource, ce sont des experts dans différents départements qu'on va appeler le jour J et on va constituer une équipe à ce moment-là. En fait, chaque spécialiste va amener son matériel qui va s'agréger au matériel, on va dire, commun. Et bien évidemment, je ne vais pas oublier tout ce qui est équipement de protection individuelle, les combinaisons, tout ce qui est jetable en fait, et qui prend beaucoup de volume parce qu'on en utilise tous les jours et en plusieurs exemplaires pour chacune des personnes qui vont travailler sur le site. Il faut être au maximum autonome sur la scène. Notre processus nous permet de monter une chaîne d'identification en moins de 2 heures, de manière à ce qu'elle puisse être opérationnelle pour partir, procéder à cette identification. Cela rentre dans mon contrat opérationnel et ça a été fait. C'est notre rôle, oui, d'être toujours prêt, de se préparer en permanence aux missions qui peuvent survenir. C'est une scène de catastrophe, c'est donc une gestion de crise qu'il nous appartient de réaliser. Procédons dans l'ordre. Il est important de geler la scène de catastrophe et de laisser demain la place aux enquêteurs de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie et à la police technique et scientifique. Nous avons roulé toute la nuit pour arriver sur le site aux environs de 5 h du matin.
On a déployé le lab unique vers 9h. Environ 24 heures après le crash, nous étions opérationnels sur site. Le lab unique est un ancien car de la gendarmerie transformé en laboratoire modulable. Il peut être aménagé en fonction d'une mission avec tous les équipements présents dans les laboratoires de Pontoise. Dans le cas présent, nous avons mis en place une chaîne d'identification ADN rapide. Monter une chaîne ADN dans un endroit qui n'est pas dédié est toujours très compliqué. L'avantage du lab unique, c'est qu'arrivé sur site, on le branche sur une prise de courant et il est opérationnel. Le dispositif mis en place est impressionnant, autant que la catastrophe. Le colonel Touron en est parfaitement conscient. Il analyse la situation dans les moindres détails et essaie d'anticiper toutes les éventualités qui pourraient se présenter à ses équipes. Cette catastrophe avait une spécificité, c'est qu'elle se passait à une altitude d'environ 1400, 1600 ou 1800 mètres, donc une altitude assez élevée, en fin mars, donc avec une crainte pour moi, bien sûr, c'est les craintes météorologiques, c'est-à-dire qu'il pouvait neiger à tout moment. Et je sais, parce que c'est mon métier, que s'il se met à neiger sur une surface d'accident comme nous pouvions le constater, il était fort probable que je ne pourrais pas procéder à l'identification dans des délais raisonnables, qu'il fallait attendre la fonte des neiges. Le deuxième processus, hors cette crainte météorologique, était la crainte d'un point de vue sécurité de mes équipes. Je sais que je vais trouver des fluides hydrauliques, je vais trouver du kérosène, je vais trouver un certain nombre d'éléments, et traditionnellement, nous emmenons les équipements de sécurité. Le troisième point lié à la géographie du site, en montagne. On est sur de la poussière d'ardoise, je crois que ça s'appelle de la marne. En fait, on n'est pas sur un sol qui est dur, mais on a une roche-mère et on a une épaisseur de 60-80 cm de cette poussière de marne, donc qui est forcément ravinée en permanence. Le terrain était meuble. On a une pente qui est entre 40 et 60%, donc on n'est pas très bien sur les appuis, on a harnaché et on essaie d'évoluer dans cet environnement qui n'est pas très familier pour nous. On voit très rapidement que ça va être plutôt compliqué. Tout de suite. Mais avant même que je le demande, le commandant de région de gendarmerie, parfaitement au fait de cette contrainte montagnarde, nous avait diligenté sur place des équipes de montagnards. Nous travaillons sous forme de binôme, donc de sauveteurs et puis de techniciens d'identification criminelle. Pas plus de 7 binômes ne travaillaient ensemble en même temps, parce que la roche était friable et les questions de sécurité étaient majeures. 190, là. Nous sommes épaulés par un peloton de militaires de haute montagne, par le peloton de gendarmerie de haute montagne, par des secouristes CRS, par des pompiers. Donc on ratisse le terrain sur une grande zone et on progresse par méthode en faisant tomber la terre là où la terre a été remuée. Pour les secouristes, c'est du matériel d'alpinisme, comme je le disais, un baudrier, casque, des crampons, comme sur les glaciers. Et nous équipons également tous les techniciens de baudrier et de casque. Nous les assurons avec une corde dans les parties les plus raides, ce pour assurer leur sécurité, mais également pour ne pas qu'ils détériorent la scène de l'accident. La difficulté dans cette affaire, contrairement à la résolution d'un homicide simple qui se trouve sur une zone plus accessible, c'est que cela va durer quelques heures, minimum une journée, pour faire une police technique et scientifique de qualité, 2 jours au grand maximum. Là, on sait qu'il va falloir tenir des semaines, peut-être des mois. Tout ça ne se fait pas sans de forts et de lourds besoins de sécurité publique qui mobiliseront donc plus au pic de gestion, plus d'1 millier de gendarmes et autant de services de pompiers, de sécurité. Dans la vallée, les médias sont présents en masse. Les chefs d'État espagnols et allemands ainsi que les familles des victimes se sont déplacés dans l'espoir de comprendre ce qui s'est passé sur ce versant de montagne. L'émotion est manifeste. Avant de commencer le travail de relevage des corps, les gendarmes ont un protocole à suivre qui doit être respecté à la lettre. La première phase d'une enquête est toujours le gel de la scène de catastrophe ou de crime pour de la police judiciaire pure, d'un homicide. Là, nous allons agir de la même façon. En fait, il faut tout figer. Il faut tout figer parce qu'on ne pourra pas revenir sur le site. Donc on va d'abord faire un périmètre de sécurité. Ensuite, on va procéder à un quadrillage. On va, au sein de ce quadrillage, numéroter les éléments.
Ensuite, on va les photographier, les extraire, les inventorier. Et ce qui se fait de plus en plus, quasi systématiquement maintenant, c'est une numérisation en 3 dimensions de la scène, une géolocalisation de ces éléments-là pour pouvoir revenir, virtuellement certes, mais pouvoir faire des mesures, revenir repositionner les traces indices, repositionner différents éléments qui vont pouvoir être utiles à l'enquête. Et dans le cas présent, nous n'avons pas eu besoin, puisque nous avions des hélicoptères qui ont survolé la zone et qui l'ont figé pour la justice et pour une exploitation ultérieure. Toutes ces photos et vidéos aériennes de la zone de l'accident permettront peut-être de donner un sens à ce qui paraît encore, à ce moment-là, très confus. Néanmoins, un élément est immédiatement apparu aux enquêteurs. Dans le cas présent, le fait qu'aucune pièce métallique n'ait été retrouvée en amont du point d'impact atteste que l'avion ne s'est pas dégradé en l'air, qu'il n'y a pas eu d'explosion ou qu'il y a eu autre phénomène. S'il n'y a pas eu d'explosion en vol, alors comment expliquer le crash de la 320 ? 2 enquêtes indépendantes sont ouvertes, mais le but est le même, comprendre les causes de ce drame. Le BEA est en charge du décryptage des boîtes noires. Il doit ensuite tirer les leçons de la catastrophe et proposer des pistes d'amélioration. De son côté, la section de recherche de la gendarmerie des transports aériens mène l'enquête judiciaire, sous l'autorité du procureur de la République. Elle doit déterminer les responsabilités et les éventuelles fautes. Le plus important était de comprendre les circonstances qui ont amené cet avion à s'écraser sur cette montagne. La recherche de la boîte noire était essentielle dans le cas présent et les équipes de la section de recherche de la gendarmerie des transports aériens a tout de suite diligenté des membres de manière à pouvoir repérer ces boîtes noires, les localiser, parce que c'est elles qui vont servir à la recherche de la manifestation de la vérité et permettre au processus judiciaire de s'accomplir en comprenant les circonstances de cet accident. À ce jour, nous n'avons toujours pas retrouvé la 2e boîte noire. Les boîtes noires sont indispensables pour établir l'origine d'une catastrophe aérienne. Sur la première sont enregistrées les conversations du cockpit. Sur la seconde, les paramètres de vol. Les boîtes noires ont été découvertes, l'une très rapidement et assez facilement, la seconde avec un peu plus de mal. Malgré le déploiement de force, nous avons mis plusieurs jours pour la récupérer. Au milieu des débris de l'appareil éparpillé, les gendarmes mènent de front la recherche de la 2e boîte noire et les premières étapes pour l'identification des victimes. Le relevage des corps a commencé depuis hier après-midi et la chaîne d'identification par ADN est lancée. Il fallait aussi repérer là où pouvaient se trouver les pilotes et l'équipage, 6 au total, pour avoir le maximum de chances de recueillir des éléments susceptibles de nous apporter des informations utiles pour l'enquête. Les gendarmes ciblent prioritairement l'équipage. Une analyse toxicologique doit être rapidement effectuée. Il faut s'assurer qu'aucun membre du personnel de bord n'a été drogué, ce qui pourrait expliquer la catastrophe. Autre hypothèse à vérifier, celle d'une action coordonnée avec quelqu'un de l'extérieur. Les appels passés depuis les téléphones portables sont analysés avec attention. Importante pour l'enquête, ces opérations ne font pas oublier pour autant aux hommes de l'IRC l'un des enjeux majeurs de leur mission. Nous savons, du fait de l'habitude que nous avons de ce type de mission d'identification, que nous effectuons ce travail pour les familles et avec les familles, de manière à leur permettre d'accomplir le deuil. On sait qu'il y a un avion qui s'est crashé, on sait qu'il va y avoir énormément de victimes. Maintenant, combien d'éléments de corps vont pouvoir être collectés, dans quel état ils sont? Et là où, moi pour ma part, je me mets tout de suite dans le boulot en disant, par rapport à ce contexte-là, comment je vais orienter mes équipes? Cette opération qui consiste à recueillir les corps des victimes, c'est le travail d'Emmanuel Gaudry et de ses équipes.
L'essentiel des missions dans le cas d'identification victime, c'est à peu près 50 à 60% malheureusement des accidents aériens. Nous sommes intervenus sur d'autres types d'accidents. On a pu intervenir sur des accidents de train. Récemment, il y a eu l'accident de bus de Puisseguin également. Différents types de missions, ça peut être très très variable en fin de compte. Depuis la création de l'IRCGN, nous avons pu constater qu'il arrivait malheureusement des catastrophes naturelles, accidentelles, qu'il existait des attentats, il existait des cas où nous avions un grand nombre de victimes. Donc la gendarmerie a souhaité mettre en œuvre une unité à même de procéder à l'identification des victimes. Et cette unité, elle appartient à l'État intégrante, ça s'appelle l'unité de gendarmerie d'identification de victimes de catastrophes, et elle dépend du laboratoire, de l'Institut de recherche criminelle. Le lundi 20 janvier 1992 à 19h20, un Airbus A320 d'Air Inter en provenance de Lyon s'écrase sur le mont Saint-Odile à quelques kilomètres de Strasbourg. Le bilan est lourd. 87 victimes parmi les 96 passagers et membres d'équipage. Cette catastrophe a marqué l'histoire des transports aériens français. Elle constitue un tournant dans l'histoire de l'Institut de recherche criminelle. Le général Yves Julliard est médecin légiste à l'IRCGN et directeur de l'enseignement en médecine légale. Il était déjà en poste à l'époque. 1992, l'accident du Mont Saint-Odile. Il manquait deux choses. D'une part, une équipe pour collecter de l'information. Parce que si on n'a pas d'éléments identifiants, on ne va jamais pouvoir identifier les corps, c'est par définition. Donc il fallait contacter les familles, les praticiens, les dentistes, pour trouver des éléments pour pouvoir identifier. Et puis les médecins légistes avaient aussi besoin d'une assistance pour la réalisation des autopsies, que ce soit pour la prise d'empreintes digitales, pour faire des photographies, pour nettoyer les bijoux, les objets qui étaient retrouvés sur les corps. Nous nous sommes rendus compte qu'en matière d'identification, il fallait vraiment mettre en place tout un dispositif, former les gens, acquérir du matériel pour pouvoir progresser en la matière. Malheureusement, il y a eu d'autres missions derrière. Au total, il y en a près de 70 maintenant, après 25 ans de recul, je dirais. Et véritablement, il y a une grande expérience qui a été acquise au fil des années. Aujourd'hui, après plus de 20 ans, on s'est déroulé tout un process en matière de catastrophe. Mais à chaque fois, ça doit être réadapté à une situation différente. Que ce soit en termes de crash aérien, d'accidents ferroviaires, de catastrophes naturelles, on a véritablement acquis un savoir-faire dans différents domaines. Il faut vraiment être préparé pour pouvoir répondre très rapidement à des situations difficiles. L'unité d'identification de victimes de catastrophes fait face aux difficultés qui se présentent sur le terrain avec beaucoup de pragmatisme. Sur la zone de Seine-les-Alpes, bien entendu, il n'existe pas de laboratoire particulier pour la police technique et scientifique. Les experts de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie ont véritablement constitué un plateau criminalistique de crise avec tous les éléments constitutifs leur permettant de réaliser le recueil des corps. À la base, c'est un simple hangar qui est mis à leur disposition. Il est entièrement transformé pour accueillir les médecins légistes et tous les autres experts qui vont devoir intervenir. À ce jour, la catastrophe aérienne a fait des profondes dégradations et nous n'avons pas retrouvé un seul corps intact. Nous avons retrouvé des éléments de corps et des éléments biologiques qui sont actuellement en cours d'examen sur la chaîne post-mortem que nous avons déclinée derrière nous. Nous avions des corps qui étaient particulièrement dégradés, liés à un accident opéré à très grande vitesse. Ce qui nous a surpris, c'est que l'avion n'a pas ralenti, n'a pas essayé de se poser. Au contraire, il était à une très grande vitesse, puisque l'avion était complètement pulvérisé. Donc cette vitesse, nous l'avons appris ensuite, était de l'ordre de 700 km/h ou 600 km/h, ce qui veut dire en gros qu'en un quart de seconde, la queue de l'avion est rentrée dans le nez, avec les passagers entre. Traditionnellement, lorsque nous opérons sur un accident d'avion, les vitesses sont beaucoup moindres parce que les gens essayent de poser l'avion ou il y a un défaut technique, mais ils essayent de se poser. Généralement, ils n'arrivent pas en pleine vitesse sur la montagne. Quand il y a beaucoup d'éléments, ça va prendre plus de temps. Il faut les conditionner, il faut les rassembler, il va falloir ensuite les évacuer du site. L'évacuation, elle se fait par hélicoptère.
Donc il va falloir mettre en place un système de navettes avec ce qu'ils appellent des perches. Ce sont des sortes de nacelles sur lesquelles on place les blessés lorsqu'il y a des secours en montagne. Nous avons 340 élitroyages qui sont effectués sur la zone pendant les premières journées, ce qui constitue, parce que bien sûr un record, mais en même temps une performance exceptionnelle de la part de nos pilotes d'hélicoptères et de nos secouristes. Des élitroyages pour emmener les corps sur la chaîne d'identification des victimes qui se trouve dans la vallée. Cette mission se déroule selon des règles précises et coordonnées. Le processus d'identification, en réalité, c'est un découpage de plusieurs équipes. Il y a l'équipe qui est relevage. Ensuite, nous avons l'équipe qui est en charge de la chaîne d'identification. Nous avons aussi l'équipe qui est en charge de contacter les familles, de récupérer. Nous avons une autre équipe qui est en charge de procéder à la réconciliation, de comparer les différents éléments qui sont trouvés. Et puis j'ai une autre équipe aussi qui est au laboratoire, qui procède aux analyses. Donc c'est 80 personnes qui ont travaillé à peu près 10 jours sur le site. Si les hommes du colonel Touron sont aguerris, les conditions d'intervention sont souvent extrêmes. Qu'elles soient techniques, physiques ou psychologiques, les difficultés sont nombreuses. Le lundi 1er juin 2009, le vol Air France 447 Rio-Paris disparaît dans l'océan Atlantique, avec à son bord 228 passagers. Les recherches de la carlingue et des corps des victimes vont durer 2 ans. Une fois l'avion localisé, il reste encore bien des difficultés pour les experts de l'Institut de recherche criminelle. Il faut savoir que dans le vol Rio-Paris, 50 premiers corps ont été retrouvés à la surface de l'eau quelques jours après le crash. Au début, il n'y avait pas les boîtes noires et il n'y avait que 10% des pièces de l'avion. Donc les lésions observées sur ces 50 premiers corps ont eu une importance pour la compréhension des faits. 2 ans après, donc par 4000 mètres de fond, on retrouve les autres corps. Et là, il a fallu monter une équipe à bord d'un bateau, l'île de Sein, un câblier. Et c'est tout un processus de récupération avec un robot des corps par 4000 mètres qui était mis en place. Entre récupérer des corps comme on l'a fait pour le vol Rio-Paris, s'occuper de corps comme pour la Germanwings récemment, véritablement les situations sont différentes. Dans la vallée où vient de s'écraser l'avion de la Germanwings, les experts ont commencé à relever les empreintes digitales des victimes, les prélèvements ADN et les examens dentaires. Ils ne laissent rien au hasard. Il y a 3 identifiants primaires pour identifier une personne selon le protocole Interpol, les empreintes digitales, les empreintes génétiques et le dentaire. Voilà. Nous, on va dérouler de toute façon, pour toutes les personnes, en antémortem, les trois volets. Parce qu'on ne sait pas quel va être l'élément probant qui permettra l'identification a posteriori. Un exemple tout simple, vous pouvez avoir des personnes ou des jumeaux dans un avion. Nous pouvons avoir des personnes d'une même famille où l'ADN ne permettra pas d'être assez discriminant entre 2 enfants, si nous n'avons que l'ADN des parents pour la confrontation. Donc nous avons une méthodologie qui est systématique, mais qui nous permet d'aboutir avec une très grande fiabilité, puisque c'est avec une certitude, sur l'identification des victimes dans un délai qui est le plus raisonnable au regard des contraintes techniques que nous pouvons rencontrer sur les types de catastrophes différentes. Lorsqu'ils le peuvent, les experts essaient de gagner un peu de temps sur l'identification, grâce à des indices simples. Il y a ce qu'on appelle les données secondaires d'identification, qui sont des données qui concernent par exemple les tatouages, qui vont concerner des opérations, qui vont concerner des caractéristiques physiques, et qui, à eux seuls, ne permettent pas d'identifier une victime, en principe, mais qui vont permettre de cibler une identification pour pouvoir la confronter plus facilement avec des données primaires. Depuis qu'il est à l'Institut de recherche criminelle, le commandant Laurent Dourel est intervenu sur plus de 25 théâtres de catastrophes. Il coordonne la cellule antémortem. Le rôle de la cellule antémortem est de recueillir un ensemble de données qui vont nous permettre d'identifier les victimes de façon formelle. C'est ma première expérience dans cette gestion de catastrophe.
Je n'étais pas sur la cellule du CRA, j'étais au sein de la cellule. Et mon rôle était de gérer le secrétariat de la cellule antémortem. Voilà, donc j'étais avec le commando réel. Il a fallu avoir la liste des passagers, que cette liste soit bien cohérente avec la réalité, parce qu'il y a toujours des petits écarts, notamment sur les erreurs de nom, d'orthographe. Donc il faut remettre de l'ordre un peu dans cette liste. Mais effectivement, on avait 150 personnes décédées. Contrairement à d'autres catastrophes comme le tsunami, où là, on est sur une zone qui est ouverte, on ne sait pas qui est présent, qui est décédé, qui ne l'est pas, où sont les corps, c'est beaucoup plus compliqué. La cellule antémortem était armée, comme on dit, d'une 22 personnes, avec des enquêteurs français de la gendarmerie française, mais aussi des enquêteurs allemands, espagnols et d'Interpol. L'aide de la Guardia Civile et du BKA permettent aux enquêteurs français d'obtenir des informations beaucoup plus vite. Il y avait à bord 73 passagers allemands et 51 espagnols. Le fait que nous ayons à travailler avec des cellules étrangères, ce que nous faisons de temps en temps, mais pas dans cette ampleur-là, a été très riche en enseignements, en termes d'échange de données, en termes d'intégration de données et de retraitement de données. Il y a une équipe qui va être projetée sur place, sur site, pour recueillir un maximum d'informations auprès des familles qui se seraient déplacées. Et ensuite, il y a une équipe qui reste au laboratoire et qui va organiser ce travail de recueil de données en appelant les familles, en appelant les médecins, les dentistes. On va demander les panoramiques dentaires, les radios dentaires et toutes les autres informations qui pourront nous servir pour vraiment recueillir l'information la plus pertinente possible. Des données capitales car 90% des identifications de victimes de catastrophes aériennes aboutissent grâce aux expertises dentaires. Christian Detrane est l'un des 2 odontologues de l'Institut de recherche criminelle. Il est resté une semaine sur les lieux de l'accident pour participer lui aussi à la chaîne d'identification de victimes. L'odontologie médico-légale, en fait, ça consiste à étudier les caractéristiques individuelles d'une personne sur les éléments dentaires. Dans le cas de la Germanwings, on a réalisé 38 identifications formelles. Il faut savoir que les corps étaient très fragmentés, donc on a travaillé des fois sur des fragments de 2, 3, voire une seule dent. Puis après, on a eu le problème aussi qu'il y avait 18 nationalités qui étaient impliquées dans l'accident. Et on n'a pas eu des éléments dentaires de tous les pays, en fait. On a eu une quarantaine de personnes pour lesquelles on n'a eu aucun élément dentaire en antémortem, donc là, il n'y avait aucune comparaison qui était réalisable. Chaque pays a son protocole, même si nous travaillons sur un protocole Interpol, il n'en demeure pas moins que certaines données étaient insuffisantes. Les données dentaires en antémortem sont récupérées par une équipe qui est dédiée. Donc normalement, il y a au moins un binôme de chirurgien dentiste ou d'odontologue médico-légal qui va travailler. La plupart du temps, ça se fait en direct au téléphone. On arrive déjà à avoir des informations, pouvoir remplir l'odontogramme dans un premier temps. Et ensuite, on nous transmet les radios, les photos, enfin tous les documents qui peuvent être intéressants. Alors maintenant, par les voies informatiques, ça peut aller très rapidement. En 1 heure, on peut avoir le dossier complet de la personne et le traiter. Lorsque les odontologues n'ont aucun élément pour faire des comparaisons, comme c'était le cas pour certains passagers, ils peuvent cependant apporter quelques informations précieuses sur l'identité de la personne. Dans un premier temps, on ne sait pas nécessairement l'identité potentielle de la personne. Donc ce qu'on va faire, c'est de l'estimatif. On va devoir déterminer à partir des éléments dentaires recueillis quel est le sexe et l'âge de la personne. L'estimation du sexe, ça passe surtout par de la mensuration des couronnes dentaires. En fait, il suffit de prendre des mesures sur certaines dents et ensuite on va rentrer ça dans des tableurs et ça nous permet de donner une tendance. Au niveau de l'âge, on a plusieurs façons d'aborder. Si c'est un sujet qui est immature, on va pouvoir travailler en fait sur la croissance dentaire. C'est-à-dire qu'on connaît de façon précise la façon dont vont se développer tous les éléments dentaires, que ce soit la denture de lait ou la denture définitive, depuis l'âge d'à peu près 3 mois in utero jusqu'à l'émergence de la dent de sagesse qui se fait entre 18 et 30 ans. On va radiographier en fait les arcades dentaires du sujet et on va voir s'il y a des éléments qui sont en cours d'évolution et quel est leur niveau d'évolution. Et ça nous permet d'estimer l'âge du sujet avec une marge d'erreur qui peut être de 1 ou 2 ans. Chez le sujet adulte, on va pouvoir travailler sur une dent en étudiant différents critères de vieillissement.
C'est-à-dire que la dent a l'air d'être comme ça, quelque chose de dur, de résistant, d'immuable, et en fait les tissus quand même vont se remanier à l'intérieur. On va avoir des transparences radiculaires qui vont apparaître, de la chambre pulpaire qui va se rétrécir, et tout ce qui est système nerveux à l'intérieur se trouve réduit. La chose la plus intéressante après, c'est en termes d'identification, de pouvoir décrire en fait toutes les prothèses qu'on voit dessus. En fait, c'est un sujet qui n'a plus de dents naturelles. Il y a des dents qui servent de piliers, mais tous les éléments dentaires ont été reconstruits par de la prothèse. Donc on a différents éléments de prothèse fixée. On va voir un premier bridge à ce niveau-là, une couronne unitaire ici, puis après encore 2 bridges différents et une 3e couronne unitaire. Tout ça, c'est des éléments qui vont être très importants pour l'identification formelle de la personne. Charge aux enquêteurs après d'arriver à nous transmettre le dossier dentaire d'une personne disparue. Et nous ensuite on va mener des comparaisons entre tous les éléments qu'on aura relevés, que ce soit en visuel ou par radiographie, avec les documents qui nous sont fournis. La grosse difficulté, c'est d'arriver à remettre la main dessus. Les experts de l'IRCGN se sont aussi attelés à l'analyse des empreintes digitales, ce qui a permis d'identifier 75 victimes, la moitié des passagers. Nous aurions pu retrouver 1500 doigts des 150 passagers. Le travail minutieux de relevage a permis quand même d'en retrouver pratiquement 1150. L'empreinte digitale est un critère d'identification formel parce qu'il est unique et permanent. Ce sont 2 principes fondamentaux, la permanence et l'unicité. De par le processus de fabrication du dessin papillaire depuis les premières semaines de vie du fœtus, et au fur et à mesure que la peau va se régénérer tout au long de la vie, le dessin papillaire va être conservé. Hormis des cas extrêmes d'accidents, de coupures, de brûlures profondes, donc d'altérations profondes de l'empreinte dans les couches les plus basses de la peau. Ces empreintes digitales peuvent être plus ou moins difficiles à relever selon l'état des corps. Souvent, il y a des carbonisations, des dégradations diverses. Donc nous avons des équipes qui sont spécialisées dans la restructuration des empreintes digitales de manière à pouvoir les relever avec la plus grande fiabilité. Notre travail, de toute façon, va consister à redonner un aspect presque original aux mains, pour pouvoir faire un relevé fidèle, que le dessin papillaire ne soit pas altéré et déformé. Le travail de restructuration va consister en un nettoyage minutieux d'abord des fragments, de main ou de doigts. Ensuite, on va repulper les chairs si nécessaire. On va éventuellement les ramollir pour faire un relevé plus facile, de manière à ce que la peau soit de nouveau souple. Puis suivant les contraintes qu'elle aura subies, elle sera soit durcie, soit flétrie, soit séchée. Ce qui fait qu'une fois que la peau aura retrouvé un aspect suffisant pour faire un relevé équivalent à une personne vivante, on va poudrer les doigts. Et une fois que ces doigts seront poudrés, on va faire un déroulé simple sur une surface adhésive. Cet adhésif ensuite sera transféré sur un support transparent et conservé. Ce support sera scanné numériquement, d'une part pour en faire une archive numérique et également pour transférer cette archive numérique à l'équipe qui va procéder aux comparaisons avec les éléments biométriques. Nous allons contacter généralement les organismes qui délivrent les passeports, par exemple, ou les cartes nationales d'identité, pour recueillir les empreintes digitales qui ont été déposées lors de la demande de ces documents. Il arrive parfois que nous ne puissions pas récupérer de données biométriques, donc d'empreintes digitales via les passeports. Dans ce cas-là, il y a la possibilité de récupérer des traces papillaires sur des objets familiers des victimes. Nous nous rapprochons des familles en leur disant peut-être auriez-vous des empreintes digitales, un CD, des livres que votre enfant ou que votre proche a touchés et qui nous permettent de relever les empreintes digitales sur ces supports qui nous sont prêtés par les familles de manière à ensuite confronter les empreintes digitales et garantir l'identification. Pour qu'une comparaison d'empreintes digitales soit concluante, elle doit répondre à un certain nombre de critères et montrer des similitudes bien marquées. L'analyse des traces digitales et papillaires est à la fois qualitative et quantitative. Une belle trace nécessitera peut-être que 12 points de comparaison, mais une trace de moins bonne qualité nécessitera plus de points. On peut relever des empreintes digitales sur un objet même plusieurs années après qu'elles aient été déposées. Tout dépend de l'état de conservation de l'objet et dans quelles conditions il a été entreposé. S'il n'y a pas eu d'altération par frottement, par lessivage ou par chaleur sur l'objet, les empreintes seront totalement conservées.
Tout ce travail, que ce soit en cellule antémortem ou en post-mortem, est mené par des scientifiques qui parlent le même langage. Moi, je suis biologiste de formation, donc nous travaillons sur de l'ADN, nous travaillons sur du dentaire, sur des empreintes digitales, et ça permet d'avoir une certaine polyvalence aussi dans tous les éléments que nous recueillons et d'être en mesure de pouvoir réagir lorsqu'il y a un problème technique et de pouvoir s'adresser à la bonne personne pour pouvoir trouver une solution. Lorsqu'il s'agit de génétique, l'interlocuteur de la cellule antémortem, c'est le commandant Sylvain Hubac. Il dirige le service central d'analyse génétique de l'IRCGN depuis 3 ans. Alors, la mission qui m'a été confiée par le directeur de l'IRCGN dans le cadre de la Germanwings, ça a été de mettre en place les prélèvements biologiques à effectuer sur chacun des éléments de corps qui seraient collectés, donc pour analyse ADN. Le service analyse génétique comparera sur place plus de 3000 prélèvements en 3 semaines. Ils ont ensuite tous été vérifiés dans les laboratoires de Pontoise. Le début du processus, c'est bien sûr de prélever l'ADN sur les corps des victimes. Ce service est spécialisé dans tout ce qui est identification de victimes de catastrophes. Nous avons adapté en quelque sorte les prélèvements biologiques effectués sur les éléments de corps non identifiés en utilisant un écouvillon standard, le même écouvillon qu'on utilise en routine pour les prélèvements de traces biologiques. Cet écouvillon est frotté à l'intérieur de l'élément de corps en question et ensuite il est transféré sur une carte. Ce protocole-là permet de conserver l'élément de corps sur le site de la catastrophe et de ramener au laboratoire uniquement cette carte-là, accompagnée de l'écouvillon qui a servi à réaliser le dépôt. Tout ceci peut être stocké à température ambiante, ce qui évite aussi une logistique lourde et contraignante de rapatriement des prélèvements au laboratoire. L'ADN prélevé et analysé permet d'obtenir une sorte de code-barre propre à chaque individu. Il nous vient pour une moitié de notre mère et pour l'autre de notre père. Un profil ADN en tant que tel, s'il ne peut pas faire l'objet de comparaison avec notre profil ADN, en soi, n'a pas d'intérêt. C'est pour cela que ces profils ont été comparés à des profils ADN réalisés essentiellement à partir de prélèvements effectués soit sur les parentèles des personnes décédées, généralement les ascendants ou les descendants directs, soit sur des objets personnels de type brosse à dents, brosse à cheveux, rasoir, des éléments donc que l'enquêteur estime qu'ils n'ont pas été manipulés par d'autres personnes que la victime. C'est cependant la comparaison avec les proches, et particulièrement avec la mère, qui est privilégiée par les experts lorsqu'ils ont le choix. À partir du moment où un prélèvement a été effectué, où un objet nous est amené, il va suivre 4 étapes principales. La première étape va consister à, si on a l'objet directement, prélever une partie de cet objet qui peut supporter de l'ADN. Le deuxième point, c'est qu'à partir du moment où on a prélevé un petit peu de matériel biologique potentiellement de cet objet, il va falloir extraire l'ADN contenu dans les cellules qu'on a collectées. La troisième étape, il va falloir amplifier l'ADN qu'on a collecté en ciblant différentes régions permettant de déterminer la carte d'identité génétique de l'individu. Une fois qu'on a amplifié ces régions d'ADN, il va falloir les révéler. C'est la dernière étape donc, de révélation qui va permettre donc, d'obtenir l'empreinte génétique de l'individu. Pour des résultats plus efficaces et plus fiables, les experts du département génétique de l'IRCGN viennent de mettre au point un outil particulièrement innovant. Nous avons développé un mini écouvillon qui permet une analyse rapide d'ADN, non seulement dans les conditions de laboratoire, mais également au plus proche de la scène de crime. Vous pouvez voir que comparé à un écouvillon conventionnel, sa taille est extrêmement réduite.
Et la grosse différence par rapport à l'écouvillon conventionnel et au protocole standard, c'est que l'intégralité des réactifs nécessaires pour extraire l'ADN du support sont directement concentrés à l'extrémité de l'outil. Il suffit donc, avec ce dispositif, de prélever le matériel biologique directement sur l'élément de corps notamment, et ensuite de l'insérer uniquement dans la plaque, ici, de casser l'extrémité. Tout est prêt pour révéler l'ADN. Ça permet d'éviter l'étape d'extraction d'ADN, qui est en soi l'étape la plus longue et la plus risquée en termes de contamination. Là, les risques sont réduits, ce qui permet d'utiliser ce dispositif en dehors d'un laboratoire conventionnel et notamment au plus près d'une scène de crime ou d'attentat, par exemple. Lorsqu'on traite plusieurs centaines de prélèvements, ça peut nous faire gagner plusieurs heures sur l'analyse ADN. Les experts de l'IRCGN ont réussi à identifier tous les passagers du vol. Leurs résultats ont été officiellement validés par les autorités judiciaires 2 mois après la catastrophe. Le processus d'identification est long. Au début, je n'ai que des numéros. Chaque corps a un numéro et il porte des éléments identifiants que je confronte avec les éléments identifiants qui me sont remis par les familles. Et ensuite, lorsque je dis tel numéro correspond à telle personne, on a une commission de réconciliation présidée par le procureur de la République et qui nous dit « Ok, les scientifiques, vous nous dites que tel numéro correspond à telle personne, et désormais, ce corps s'appellera un tel nom. » Et donc l'identification est formelle à ce moment-là. Et ça a dû prendre presque un peu moins de 2 mois pour procéder à cette restitution des corps. Ce que nous disons aux familles et ce que nous faisons nous, et c'est notre obsession, c'est de rendre le bon corps à la bonne famille. Et tout le processus de recueil de données, que ce soit en antémortem, en post-mortem, et lors de la confrontation des données lors des différentes commissions d'identification, le seul objectif, c'est l'identification formelle, aucun doute possible. Parallèlement, les hommes du BEA et de la SRGTA ont commencé à analyser les boîtes noires de l'Airbus. Ils doivent faire parler au plus vite l'enregistreur de conversation. Un problème technique rend l'opération plus délicate que prévu. Les enquêteurs contactent le département signal-image-parole de l'Institut de recherche criminelle. Le capitaine Michael de Miras est l'un des experts qui a travaillé sur cette bande-son. Nous étions en appui des enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie des transports aériens, d'experts en aéronautique, qui sont là, eux, pour interpréter ce qui se dit, des propos qui se disent entre pilotes parce qu'ils connaissent le vocabulaire, ils connaissent les procédures, donc ils sont là pour vraiment aussi pour appuyer les enquêteurs. Il y a une dizaine de fichiers audio à traiter, chacun ayant une durée d'au moins 1 heure. Selon le bruit que nous avons à traiter, on va utiliser différentes méthodologies. De manière assez générale, on va souvent prendre une empreinte du bruit qui nous intéresse et on va aller tenter de le soustraire au signal qui est utile afin d'en faire ressortir effectivement ce signal qui est généralement soit de la parole, soit un bruit particulier qu'on a essayé de rechercher. Ce que l'on entend sur l'enregistreur de conversation permet de comprendre ce qui s'est passé dans cet avion juste avant le crash. Le procureur de la République le précise lors d'une conférence de presse. On entend le commandant de bord demander au copilote de prendre les commandes et on entend à la fois le bruit d'un siège qui recule et le bruit d'une porte qui se ferme. On peut légitimement penser qu'il s'est absenté vraisemblablement pour aller satisfaire un besoin naturel. C'est alors qu'il est seul que le copilote manipule les boutons de ce qu'on appelle le Flight Monitoring System pour actionner la descente de l'appareil. L'action sur ce sélectionneur d'altitude ne peut être que volontaire. On entend à ce moment-là un bruit de respiration humaine à l'intérieur de la cabine et ce bruit de respiration, nous l'entendrons jusqu'à l'impact final. Un élément quand même qui pose encore question. Un cockpit d'un A320, c'est un milieu extrêmement bruyant, surtout aux vitesses où l'avion semblait voler. Il paraît absolument étonnant à ce stade, mais qu'on puisse dire qu'il respirait normalement. En tant qu'expert audio, on est capable de mettre en évidence des bruits
une respiration par exemple. Après, il ne nous revient pas de dire si elle est régulière ou non. Nous ne sommes ni médecins ni physiologistes pour dire si effectivement ça correspond à une respiration régulière. On met les éléments en évidence, après à charge d'autres experts dans d'autres domaines d'interpréter ces résultats. Les experts ont accompli un travail considérable qui leur a permis de ne laisser aucune zone d'ombre dans cette affaire. Plus d'1 an après, l'enquête judiciaire est toujours en cours, même si aujourd'hui la thèse du suicide du copilote ne fait plus aucun doute. Les familles des victimes ont toutes pu récupérer le corps de leurs proches disparus et leur rendre un dernier hommage. Lorsque ce sont les familles de victimes elles-mêmes qui viennent vous voir et vous remercient pour ce que vous avez fait, alors que on a fait notre travail avant tout, je crois que c'est aussi plutôt réconfortant. Nous sommes avant tout des scientifiques, grands experts de notre domaine, et des gendarmes, grands experts de notre métier ou proches du service à accomplir. Tous les personnels sont certes des personnels de l'IRCGN, mais sont tous des volontaires pour accomplir ce genre de mission. Tant que l'identification n'est pas terminée, l'investissement est total. La gendarmerie a une phrase qui s'appelle une force humaine. Une force, c'est une compétence. Et humaine, c'est la caractéristique de la gendarmerie.